Bonjour, je m'appelle Jules, je suis avec Jean-Paul Guig, le réalisateur du dessin animé Silex and the City, présenté cette année à Annecy. Je te jure, Eve, c'était complètement dingue. On était dans les allées d'une grotte immense et tous les hominidés se trimballaient avec des genres de paniers roulants, comme si on avait inventé la roue, tu vois. Oui, tu me l'as déjà raconté. Non, mais tu me crois pas toi non plus? J'ai un peu de mal à prendre ça au sérieux. Et puis des grandes surfaces de déco et de bricolage, on en a ici aussi, hein. Regarde la Scorama. Mais Eve, mon père a vécu exactement la même chose que moi. Ton père, je te rappelle qu'il croit toujours que le primat de Saint-Germain est la forme de vie la plus sophistiquée qui soit jamais apparue sur Terre. Silex and the City, c'est un dessin animé d'humour, fait un petit peu pour tous les publics, et c'est une espèce de grand portrait politique, de grande saga de société, mais vu par le prisme de l'âge des cavernes. C'est l'histoire au départ d'une famille préhistorique qui habite à l'âge de pierre, dans une vallée, qui, contrairement au reste de la planète, toute cette vallée n'obéit pas aux lois de la sélection naturelle et refuse encore et toujours l'évolution. Mais ça va pas forcément se passer comme ça, parce que, en fait, le père et la fille de cette famille vont se disputer, ils vont être projetés dans le futur et ramener de ce futur un artefact étrange, en l'occurrence la clé coudée, un petit peu comme dans les magasins Ikea pour monter les étagères. Et à partir de cette clé coudée, ce paléolithique qui stagnait jusqu'ici va découvrir l'écriture, la religion, le yoga, le nazisme, l'art contemporain. Cette grotte de Pandore, comme ils appellent ça, va déclencher évidemment le progrès, produire énormément d'espoir au départ, mais va s'avérer une catastrophe absolue assez rapidement. Et tout le suspense du film, ça va être est-ce qu'on va réussir à arrêter ce processus ou est-ce qu'on va se précipiter vers l'abîme ? Et évidemment, ça ressemble à des choses qu'on peut ressentir aujourd'hui dans toutes nos sociétés. C'est un univers qui existe depuis longtemps, qui était d'abord donc une bande dessinée. C'est aussi une série courte qui est passée pendant des années durant sur la chaîne Arte. Et puis, en fait, cet univers avait envie de se déployer, de raconter quelque chose de différent, de plus profond peut-être, et d'avoir aussi une dimension psychologique, un suspense, de résonner aussi avec tout ce qu'on adore dans le cinéma, c'est-à-dire le grand souffle du cinéma, le passage au grand écran, à ce grand format, en dehors du rythme, de la musique, de toutes ces choses plutôt galvanisantes, c'est aussi une façon de s'adresser encore au plus grand nombre. Et c'est peut-être, sans doute, la version la plus internationale et la plus universelle de Silex and the City, qui parfois, côté français, avait tendance à être un petit peu une chronique politique au quotidien. Là, c'est complètement autre chose. On voit que c'est des choses qui nous touchent chacun et chacune, vraiment. Ce qui est amusant, c'est quand on met en scène la préhistoire, c'est de détourner des choses qui sont quasiment iconiques. L'objet iconique de la préhistoire, il est même dans le titre français, c'est le silex, qui sert à chasser, qui sert à manger, qui sert à fabriquer des outils, qui sert à couper. C'est l'objet de départ. Et finalement, l'objet d'arrivée, finalement, qui sert à tout puis qui sert à rien, qui est un peu mystérieux, dont on n'a pas complètement le mode d'emploi, c'est cette clé coudée. Dans ce film, ça devient le support des grandes religions et aussi toutes les lettres de l'alphabet. Donc, je dirais, cette espèce de plus petit dénominateur commun, il marche incroyablement. Silex and the City, ça s'empare de ces questions, évidemment, de l'ultra-consumérisme, de la destruction de l'environnement, mais évidemment de la montée des extrêmes en politique. En général, on dit, oh là là, il vaut mieux pas s'en emparer. Et en fin de compte, moi, au contraire, j'ai envie de pouvoir proposer aux gens un recul par rapport à ça et quelque chose de quoi échanger parce que c'est quelque chose qui fracture les sociétés et peut-être si on décale un petit peu l'angle, si on décale un petit peu la lorgnette, il y a quelque chose à en faire. À l'écriture, quand j'ai imaginé justement un passage d'une époque à l'autre, une des premières choses auxquelles j'ai pensé, c'était il faut qu'on change de style de dessin. On va demander à quelqu'un qui a un style hyper réaliste de se charger de l'anime, on va complètement sortir de cet univers de dieu en boule de loto et de grandes bouches comme ça qui claquent et finalement on s'est dit mais finalement le plus bizarre finalement pour parler d'un lieu imaginaire, c'était de lui donner un air réel en passant par le live action. Et finalement, ça inverse notre paradigme, c'est-à-dire que pour les personnages de Silex and the City, la réalité, c'est le dessin. Et le rêve ou l'imagination, c'est le live action. Et à un moment, il y a toute une critique finalement avec la technologie de tout ce que peut générer aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et donc finalement, les deepfakes qui nous aujourd'hui troublent autant et qui brouillent complètement les repères de ce qui est la réalité et ce qui est finalement l'imagination, on le met en abîme réellement avec ce petit passage-là. Ils sont vraiment casse-pieds avec leur religion. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'en reviens à regretter le panthéisme de ma tante Josiane. Et puis les bons vieux sacrifices humains du dimanche, ça emmerdait quand même moins le monde que tout leur tralala monothéiste. Je te jure.
Le projet de Silex and the City, c'est cette espèce de saga qui ressemble à la société. Donc il fallait des gens qui viennent de tous les milieux, de tous les horizons, de toutes les tendances politiques, quasiment. C'est pour ça que, bien sûr, il y a des comédiens très renommés, qui viennent de la comédie française, des choses les plus traditionnelles en France, des gens qui viennent du stand-up, et puis aussi des voix bien connues de radio, de télévision, des présentateurs et des présentatrices vedettes. Pour jouer un couple de microbes, en fait, qui commentent l'action tout au long du film, j'ai fait appel à Julie Gaillet, qui est comédienne, et son mari, François Hollande. C'est la première fois qu'un ancien président de la République vient jouer dans une fiction, et qui plus est, le rôle d'un microbe qui commente l'actualité. Donc dans ces moments un peu de tourment politique, ça prend une saveur encore plus particulière. Quand on regarde autour de nous, tout fait très très peur. On peut s'imaginer que le cinéma, l'imagination, l'animation, qui est encore plus décollée, finalement décorrélée du réel, c'est un genre d'échappatoire. Ça nous permet de créer une espèce de bulle qui nous fait nous évader de la dureté du quotidien et des enjeux terribles du futur. Mais en même temps, ça nous permet aussi de les vivre plus intensément, de les affronter. Et tous les grands anxieux qui sont souvent cachés à l'intérieur des humoristes savent très bien que le rire, c'est un antidote pour les gens qui créent des œuvres, mais aussi pour les gens qui viennent les partager dans les salles de cinéma. Dans l'idéal, les versions internationales de Silex and the City puissent faire appel, elles aussi, outre des comédiens de doublage habituels, à des invités qui, ponctuellement, pourraient venir. Pourquoi pas vraiment imaginer ça, parce que je pense qu'on est dans un monde où il y a une porosité finalement entre l'action publique, la création culturelle, et que tout est bon pour quand même continuer à tourner les regards vers les choses les plus aiguisées, les plus importantes de notre vie, plutôt que, j'irais, faire l'autruche. Le rire est très national aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'exporte pas si facilement. Chaque pays a une façon de rire particulière. Chaque langue a son espèce de génie propre qui fait qu'on ne comprend pas toujours les blagues de tel ou tel pays, même qui peut nous être proche géographiquement. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je suis très content de la version en anglais. Côté Darwiners, on n'a pas fait une traduction terme à terme. On a vraiment travaillé à une adaptation. Les jeux de mots, parce qu'il y a beaucoup de jeux sur le langage dans la version française, sont transposés. C'est des équivalents d'une culture à l'autre. Et donc, en fait, ça rend le truc encore plus drôle. J'ai trouvé que le travail qui avait été fait du côté des traducteurs et des adaptateurs est vraiment impressionnant. Monsieur Pomme-Cul.com. Ah oui, pardon. Monsieur.com. Mon fils Rahan m'a parlé de votre clé. Écoutez, je ne m'explique pas ce miracle, mais votre expérience est véritablement prodigieuse. Que par-delà l'espace et le temps, quelque chose ou quelqu'un ait bien voulu honorer notre vallée de la grâce de la clé coudée est une divine surprise. Cependant, j'imagine que cet objet suscite bien des convoitises. Moi, j'ai pris goût au cinéma avec ce premier long métrage, donc j'aimerais beaucoup. J'ai plusieurs projets dans les tiroirs. Il a longtemps été question, parce que Daniel Thompson avait été finalement convaincu après bien des années de faire une suite à Rabbi Jacob à partir d'une histoire que je lui avais proposée. Donc on a travaillé des années dessus, mais évidemment l'actualité allait tellement vite que ce projet a été un petit peu gelé. Donc en fait, à côté, j'ai continué à développer plein d'autres choses. Donc il y a plein d'idées de films, pas forcément de l'animation d'ailleurs, toujours du côté de la comédie parce que c'est ce que je sais faire. Et puis il y a aussi un album de bande dessinée qui est sorti l'an passé qui s'appelle La fin de l'histoire, qui est Histoire du monde par la gastronomie. Et là, on est en développement avec France 5 pour faire 8 fois 26 minutes autour de cette histoire. Et donc ça aussi, c'est plutôt amusant et excitant. Donc voilà, c'est une réinterprétation de l'histoire, mais avec aussi des connaissances, ce que j'aime bien faire. C'est-à-dire les formats hybrides, c'est ce qui me plaît le plus et ça ressemble au monde qui nous entoure.